quoi. C'est vraiment un lieu intéressant et qui mérite d'être investi en tant que tel. Le Sermo, c'est un nid de gens chouettes, en fait. Qui avait une super ambiance, puis il y avait une équipe de profs hyper sympa. C'est une vie un peu communautaire. Waouh! Il y a des chercheurs ici qui travaillent dans ces conditions-là, c'est génial. On est des gens qui gèrent bien, on est bienveillants, on sait accueillir. C'est une pépite, très clairement. C'est un joyau pour l'enseignement, pour la recherche. Si je pouvais, je ferais une thèse pour continuer, continuer cette dynamique-là. Pour moi, ça a été un saut dans l'inconnu, mais pour eux aussi. Donc, de ce point de vue-là, on était à égalité. Faut pas croire que tout s'est passé facilement, quoi. Il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments plus difficiles. Au moment où il a fallu prendre une position, à un moment pour moi de dire bon je viens plus au Sermo. Le Conseil général de l'Ardèche qui avait contacté un bureau d'études pour essayer de développer quelque chose sur le département, bien que le département soit déjà impliqué dans le centre de Valence, bien sûr, mais ils voulaient quelque chose sur leur territoire. Puisqu'à l'époque, l'Ardèche, ce qui est quand même assez rare, finançait les investissements sur Valence, mais sans en avoir, lui, beaucoup de retours. Et donc l'Ardèche cherchait à avoir une implantation universitaire. Et il y a eu des négociations qui sont ouvertes entre le Conseil général de l'Ardèche, et en particulier son directeur général des services, et puis l'Université de Grenoble, et qui a cherché un petit peu un candidat. Et il se trouvait que depuis 6 mois, je n'étais plus directeur de l'Institut de géographie alpine. Donc un matin, le président m'a appelé en me disant « Guémuchian, t'as plus rien à faire dans la vie, si je comprends bien. Donc on t'a nommé chargé de mission. » Je lui dis « Chargé de mission de quoi ?» Il me dit « Écoute, passe me voir, on va t'expliquer. » C'était en fait « Essaye de regarder s'il y a quelque chose à faire qui intéresserait la géographie et si possible un peu plus largement d'autres disciplines, bien sûr, de l'université. » Il y avait 2 possibilités, soit d'imaginer quelque chose sur Annonay autour plutôt du secteur industriel, puisque c'est la ville industrielle de l'Ardèche. Et puis un autre projet, mais qui se résumait à une phrase, de monter quelque chose autour du développement local. À l'époque, on appelait ça développement local, le développement local dans le sud d'Ardèche, qui pourrait être plus large et qui porterait sur les montagnes méditerranéennes. Sur le Pradel, il cherchait grosso modo un peu à développer ce site et à utiliser tous les investissements qui avaient été faits. Et donc moi je suis parti avec cette idée-là, moyennant quoi je suis allé voir un peu les intercos du coin, je suis allé voir la chambre d'agriculture, je suis allé voir un peu tout le monde. Donc ce projet s'est monté petit à petit, j'ai d'abord mobilisé un peu mes collègues, mobilisé d'autres collègues à l'université, essayé de monter quelque chose qui se tienne. Après on est passé par l'expertise nationale, bien sûr, le ministère a demandé une double expertise. Et ce dont je me souviens de cette double expertise, c'est qu'elle n'était pas brillante du tout, elle était plutôt très négative. L'une pointait du doigt le futur Sermozem comme une espèce de club méditerranéen en Sud-Ardèche dont on voyait vraiment pas l'intérêt. Et alors l'autre, qui était encore plus grave, je pense, il y avait une phrase qui disait on se demande vraiment pourquoi les Ardéchois auraient besoin de formation continue. J'avais trouvé ça extraordinaire. Et j'avais mis l'accent là-dessus, bien sûr. Et ça m'a beaucoup servi ensuite dans des négociations pour faire valoir que les idées les plus nobles pouvaient tourner en dérision, bien sûr. Voilà. Ben, j'ai découvert le Pradel, comme beaucoup de gens et comme beaucoup d'étudiants après. Quand même, je m'étais un petit peu renseigné. Bon, j'avais compris que c'était un haut lieu de l'agronomie au travers d'Olivier de Serres, donc, et de son ouvrage qui avait été traduit en je ne sais pas combien de langues, qui était paru en 1600. Et Olivier de Serres, c'est un personnage très important dans l'agriculture pour un point, c'est que c'est lui le premier expérimentateur, c'est-à-dire le premier qui a mis en place des expérimentations à partir des questions qu'il se posait. Et puis il les a mises en action avec des expérimentations, c'est-à-dire des plantations, etc. Il a fait des observations
Et en plus, il en a formalisé les résultats. Et le lieu il a un petit peu conservé cette vocation 400 ans plus tard, avec la recherche-action, etc., dans lesquelles il n'y avait pas opposition entre l'expérience et la recherche, mais au contraire, les deux étaient mis au service de la construction de la science. Moi, j'utilise souvent l'expression de recherche appliquée et impliquée, c'est-à-dire que la recherche-action, c'est d'abord une réponse à une demande sociale. Alors bien sûr qu'on peut co-construire avec les acteurs, et puis derrière de faire participer les acteurs au protocole de recherche, puisqu'en même temps c'est souvent notre matériau primaire, c'est-à-dire c'est sur quoi porte notre observation dans les dynamiques territoriales. Si le problème est formulé uniquement par le chercheur, il va forcément être biaisé. Si la problématique de recherche est formulée par un ensemble d'acteurs, dans ce cas-là, ça devient une problématique collective et non plus individuelle. Donc si on arrive à équilibrer à la fois nos impressions et nos préjugés, un scientifique a forcément un espèce de background là, qui fait qu'il va plaquer sur une réalité sa propre perception. Donc la capacité à écouter les acteurs du territoire est fondamentale dans les projets de recherche. J'ai eu longtemps ce syndrome de l'imposteur qui finalement n'était pas légitime à faire de la recherche, etc. Ce qui m'a donné confiance en ce que je faisais, c'est qu'on était justement au CERMOSEM sur de la recherche-action et on était effectivement dans cette relation avec des praticiens du territoire. C'est vraiment important que le CERMOSEM garde cette fonction-là, d'avoir ces liens-là avec ces acteurs du territoire pour continuer des projets comme ça de recherche-action qui permettent quand même un peu de décloisonner le monde scientifique, le monde de la recherche. Ça nous permet, à travers ces projets-là, de réfléchir à la représentation en fait, de nos disciplines dans la société. Et ça nous permet aussi de réfléchir à notre rôle en tant que géographe, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, de notre rôle en tant que chercheur en sciences sociales. Je pense que les sujets ou les projets avec des acteurs qui se sont inscrits dans un temps long sont ceux qui ont été le plus pertinents et qui ont porté le plus leurs fruits. Alors Récréataire, c'est un programme de recherche-action conduit grâce au laboratoire Pacte. C'est un programme de 3 ans que nous avons conduit, qui nous a permis donc d'observer qui nous sommes, ce que nous donnons à voir, ce que nous disons de nous, de voir la réalité du terrain aussi, et puis d'avoir le luxe, parce que c'est vraiment un luxe qu'on a eu pour nous, d'expérimenter aussi, de concerter et d'expérimenter. Si sur le devenir de notre territoire, qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce territoire sur les activités récréa-sportives, les activités en nature. Quand on m'a présenté cet objet très conceptuel, parce que Corneloup et compagnie, c'est quand même des conceptuels. Si j'ai eu du mal à y rentrer dedans, quand je suis rentré dedans, je me suis rendu compte que c'était difficile de faire adhérer les autres élus. Alors il y en a quelques-uns qui ont joué le jeu, il y en a qui le faisaient pour être tranquille, d'autres parce qu'ils s'y croyaient. Et on a travaillé avec des producteurs et je me suis rendu compte qu'il y a des producteurs qui avaient changé leur point de vue ou qui avaient amélioré leur point de vue. Les loueurs de canoë ont amélioré leur information, ont amélioré leur prise en compte de leurs clients pour leur dire attendez, quand vous êtes dans la rivière, il y a à découvrir et ça a fait tache d'huile. Dans leur concurrence de faire un produit meilleur, ils ont été influencés, même si la dynamique était déjà un peu enclenchée. Mais là, ça a renforcé la dynamique, ils ont été plus loin là-dedans. Jean Corneloup nous a tellement bousculé tout le temps, où un beau jour, il arrive, il nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites sur le site internet Vraiment, ce que vous racontez, c'est nul !» Ok, Jean. On avait bien bossé, en plus, on avait l'impression qu'on avait été bon. C'est qu'au final, je pense qu'on a gagné. Ces 3 années nous ont fait gagner 10 ans. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de notions, de concepts ont été travaillés ici par l'intermédiaire de séminaires ou de colloques et ensuite ont été diffusés dans les territoires. Un des meilleurs exemples, me semble-t-il, c'est le concept de ressources territoriales.
On avait fait un colloque assez important ici, qui rassemblait une centaine de chercheurs. Et 5 ans après, le projet leader du parc naturel régional des Monts d'Ardèche s'intitulait « La ressource au service du développement du territoire ». Le CERMOSEM a beaucoup travaillé sur le concept de ressources territoriales. Finalement, l'action du parc, c'est la mise en action de ce concept de travailler ces ressources territoriales et d'en faire des pépites, des atouts sur lesquels on capitalise pour avancer et anticiper les enjeux de demain. La présence là-dessus du CERMOSEM sur le territoire, elle permet aussi de catalyser des énergies, de mettre en lumière des initiatives un peu pionnières, un peu leaders sur certains sujets. Et puis, elle participe de manière plus large à une innovation, à une émulation, à un enrichissement universitaire de cette créativité du territoire. Donc c'est sûr, quand on parle de recherche-action, on a souvent des colloques, des séminaires qui sont présents ou pour rendre compte aux acteurs des résultats de la recherche, mais aussi un très bel outil qui a existé, c'était Montagne Méditerranéenne, qui était une revue d'interface, ce qui était assez rare dans le milieu académique, entre acteurs et chercheurs. C'était une pépite. Parce qu'on y trouvait des travaux scientifiques, mais aussi des témoignages d'acteurs, justement, sur des thématiques qui étaient développées au CERMOSEM, au travers des colloques, etc. C'est à la fois avoir l'analyse du chercheur sur un fait, mais aussi derrière donner la parole aux acteurs sur leur appréciation de la dynamique ou du fait qui vivent de l'intérieur. Donc on s'est arrêté au 25e numéro. Mais en fait, ça s'explique aussi par un changement un peu radical de l'édition scientifique. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une science ouverte et sur une science numérique. Et donc, de fait, ce type de revues ont plus aujourd'hui leur place. Pendant toute une période, oui, le CERMOSEM, c'était pas facile quand même. Ça reposait sur des conventions. Conventions avec le Conseil général, conventions avec le PLEA. Et il n'y avait pas de stabilité dans les financements, il n'y avait pas de titulaire. Les agents étaient contractuels. Et ce qui fait qu'il fallait quand même se battre pour trouver des moyens. Et ce n'est que récemment, quand même, il y a quelques années, que les personnels ont pu être soit titularisés, soit CDIsés. Mais sans ça, les conditions étaient quand même plus difficiles. La situation de certains personnels était très précaire et pour au moins un agent, ça a été plutôt difficile. Je pense qu'à certains moments, il a fallu poser cette question-là pour permettre la stabilisation, c'est-à-dire que poser la question du statut du personnel, poser la question de la stabilisation des finances et tout ça. De 96 à 2000, j'étais sur des contrats... Je te dirais même pas, faut pas se dire des contrats villes. Après, de 2000 à 2008, c'était que des CDD. Après, de 2008 à 2015, CDI. Et de 2015 à maintenant, fonctionnaire. Et parfois, le côté on arrive à faire avec des bouts de ficelle, parce qu'on arrive à faire avec des bouts de ficelle, empêche l'ambition de certains projets, je pense. Et finalement, peut-être qu'il faudrait aussi savoir se dire que parfois on ne fait pas avec des bouts de ficelle et on se concentre sur un projet plus global et plus long et qu'on y donne tout. Le CERMOSEM, ça a été une petite entreprise. Donc ça a les ressources que ça sait générer. Et ça génère les ressources en rapport avec son écosystème. Donc ça s'est constitué comme ça, et ça s'est constitué non pas en dehors, il ne faut pas exagérer, parce que l'université a quand même beaucoup contribué à l'aventure, de fait, par les postes, par les financements, par les cadres techniques, etc. Donc sans l'université, il n'y avait pas de CERMOSEM, il n'y a pas de doute. Mais le modèle du CERMOSEM, c'est plutôt le modèle de l'entreprise que celui du laboratoire, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des réflexions toujours un peu présentes sur les postes, leur présence et leur renforcement éventuel, sur les bâtiments, sur le développement de formation et la continuité d'autres. Donc tout ça, ça pose quelques enjeux d'avenir qu'il faudra voir à moyen et long terme. Il y avait cette dimension enseignement, formation. Formation continue,
et puis de la formation initiale. Et dans le projet initial, il y avait un DESS développement local qui a eu lieu au Pradel pendant plusieurs années, hein, sous forme de stage bloqué de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et puis, ça a été en 2000, c'était l'année de la création des licences professionnelles. C'est Hervé Gumuchian qui a pris l'initiative avec 2 autres partenaires, le lycée agricole avec le CFPPA et le CREPS de Vallon-Pont d'Arc. Les conditions ont été délicates pour obtenir l'habilitation, mais on a été dans le premier wagon d'habilitation retenu, et c'était la seule, si mes souvenirs sont bons, la seule licence professionnelle de l'université Joseph Fourier cette année-là, la première année. Être en formation en licence professionnelle au Pradel, c'est pas être en formation en licence professionnelle à Lyon, à Grenoble ou à Strasbourg. Si c'est pour faire les mêmes enseignements que là-bas, il n'y a pas de plus-value. Mais la vraie plus-value pour ces étudiants, c'est aussi d'être sur ce territoire ardéchois et à la fois pouvoir avoir des enseignements très génériques, mais ça leur permet aussi d'avoir comme ça une vision un peu atypique d'un territoire parfois atypique. On n'est pas que atypique en Ardèche, mais on l'est parfois. Être géographe, c'est s'intéresser au milieu dans lequel on est et d'y aller, d'aller voir. Et que quand on est en ville, on peut déambuler en ville, et quand on est à la campagne, quel bonheur, quand on est au Sermozem, de faire des sorties avec les étudiants sur le terrain, pas loin, et pour pas trop cher, etc. On trouve dans le sud Ardèche tous les patrimoines de l'humanité, hein, tous les âges, parce qu'il y a Chauvet, il y a aussi un oppidum à Jastres juste à côté, au-dessus d'Aubenas. Il y a quand même cette ville Renaissance merveilleuse qui est Viviers, il y a le patrimoine industriel de l'Ardèche, donc ce qui fait que c'est un lieu de découverte sans fin. Là, il suffit d'ouvrir quasiment les portes des bureaux du Sermozem pour voir ce dont on parle ou ce qu'on étudie. On voit passer des randonneurs, on voit passer des cyclistes, on voit passer des chevaux parfois, et il suffit de faire quelques mètres, quelques kilomètres pour voir des canoës, voir des grimpeurs, et il n'y a pas mieux que ça en fait. Je me souviens d'un moment, il y a quelques années, où pour apprendre à guider un bus, l'enseignant sortait de la cour du Pradel, 4 chaises, et il mimait le bus. Donc imaginez un peu les scènes un peu cocasses qu'il y avait ça. Depuis cette époque, on loue un bus, l'enseignant sort du site, amène les étudiants à s'approprier l'objet. Pour les gestionnaires, ils ont fait cette année une sortie à Montselgue avec des VTT électriques. Ce qui est intéressant, c'est que l'intervenant leur a présenté pendant toute la journée tous les enjeux de gestion, les procédures, les acteurs, ils ont pu voir ça sur le terrain, c'est un cours en pleine nature. Mais c'est aussi l'occasion de toucher du doigt une pratique, la vivre de manière intime, se confronter au terrain en tant que pratiquant. Et il me semble que c'est bien la rencontre entre ces 2 approches, à la fois un discours sur le territoire, ses modèles de gestion de ses acteurs, à rajouter avec une pratique sportive qui sera demain au cœur de leur métier, puisqu'ils auront aussi à gérer ces pratiques-là, qui est intéressant. On a des formations qui sont très en phase avec les dynamiques des espaces ruraux, que ce soit en licence professionnelle ou en master. Et il est évident que pour comprendre à la fois les dynamiques actuelles et les transitions en cours dans les espaces ruraux, l'ensemble de nos acquis ou de nos enseignements liés à la recherche servent à la fois comme boîte à idées, mais aussi comme outils conceptuels pour saisir les changements. Déjà, ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas les moyens, parce qu'il faut se le dire, partir faire ses études, ça coûte cher. Et qu'on est vraiment pénalisé, nous, quand on vit loin des pôles. Quand vous demandez à un jeune ce qu'il veut faire, c'est pas évident pour lui de se prononcer. Quand on lui demande s'il préfère vivre en milieu rural ou en milieu urbain, là déjà, les choses se précisent. Et de l'offrir l'occasion d'aller se former dans ce milieu rural, c'est un atout assez important pour eux, dans leur parcours de formation. Ça leur permet de tester leur hypothèse de vivre et de travailler dans le milieu rural. Un jour, le président qui parlait de ça, il me dit « Oui, mais tu dis, à l'époque c'était 10 thèses soutenues, mais on peut les soutenir n'importe où, une thèse. Si tu les fais venir au Pradel pour soutenir une thèse. » Non, j'ai dit « Quand je dis 10 thèses soutenues, c'est 10 thèses préparées pendant au minimum 3 ans sur le site du Pradel. » Ah bon, alors ça change tout, oui. Au Sermozem, c'était
une des règles fortes pour Hervé, il fallait toujours des doctorants situés au CERMOSEM. Je me rappelle, il disait toujours, voilà, tu fais ta thèse, tu t'installes ici, et au bout d'1 an, tu m'organises un colloque. Et au bout de 2 ans, tu me sors un numéro de Montagne méditerranéenne. C'était très puissant comme modèle structurant. D'abord, j'avais plaisir à être enseignant, j'avais plaisir à être prof d'université, c'est important. C'est vrai que j'arrivais à motiver des étudiants, quoi, mais c'était de la motivation. Hein. Vous allez vivre une expérience extraordinaire, parce que c'était quand même un dépaysement. Vous aviez des étudiants qui venaient de 4 coins de France. Hein, et... Je suis partie de Nantes jusqu'à la gare de Montélimar. Ensuite, j'ai pris un bus de Montélimar à l'arrêt de bus de Saint-Jean-le-Centionnier. J'ai attendu que quelqu'un vienne me chercher pour m'emmener jusqu'au site. Dire waouh, c'est dans un endroit quand même un peu isolé. C'est là où on commence à apercevoir qu'effectivement une autre manière peut-être de vivre la recherche, d'être présent sur le territoire aussi. Faire une thèse, c'était pas que faire de la recherche, c'était aussi participer à la vie d'un laboratoire, c'était aussi être en lien avec les étudiants, c'était aussi avoir des échanges entre doctorants. Quand tu travailles sur un lieu comme ça, tu es complètement immergé dans un petit endroit avec des gens qui se côtoient. C'est une vie un peu communautaire. Donc les soirées, tu les passes à papoter avec les autres. À la rigueur, on allait boire une bière au siècle, et puis voilà, c'était réglé, quoi. Au moment où il a fallu prendre une position, c'est que le CERMOSEM regorge de projets. Ce qui fait que chaque jour, on peut arriver avec un objectif de travail et se laisser embarquer par un collègue qui est en train de travailler sur telle chose ou telle chose. Et comme c'est passionnant, comme tout le monde est ultra sympa, on se laisse embarquer et en fait, on ne travaille pas du tout à ce qu'on avait prévu. À un moment, pour moi, de dire, je ne viens plus au CERMO à la fin de ma thèse pour pouvoir vraiment rédiger et m'enfermer un peu dans ce truc où il fallait produire quelque chose à ce moment-là. À un moment, tout se passait sur la terrasse du CERMOSEM, quoi. Le café et la pause clope, c'était le lieu où des fois les projets ils avançaient beaucoup plus vite que dans une réunion dans un bureau. Par exemple, sur une thèse, tu as une réflexion, il y a quelque chose qui n'avance pas. Si ton directeur de thèse est juste à côté, ça permet rapidement de faire évoluer ta pensée. Moi, j'avais l'habitude de dire que mes thésards ont beaucoup vu leur directeur de thèse, pas parce que j'étais particulièrement attaché à ça, si quand même un peu, mais parce que c'était 5 heures de trajet aller-retour. Et que souvent, soit je remontais avec l'un d'entre eux, soit je descendais. Et le deal, c'était où en est ta thèse, prépare tes questions, où t'en es de tes lectures, qu'est-ce que tu as lu au plan théorique, où t'en es de tes enquêtes, et ainsi de suite. Beaucoup de ces thèses ont été faites aussi sur la route, si je puis dire. Ah non, mais moi j'ai beaucoup appris, au contact des doctorants, même si des fois, tu sais même pas à quoi ça sert, mais bon, eux ils le savent. Les thèmes de recherche, je parle, parce qu'il y a des thématiques, je sais pas si ça va changer la science. Donc oui, c'est vrai que moi je les ai tous vus, les doctorants. Le CERMOSEM est une université en milieu rural et c'est bien qu'elle soit une université en milieu rural parce qu'elle est en lien aussi avec Grenoble. Parce qu'on a cette possibilité aussi de comparer, de s'échapper, de voir les choses différemment, de prendre du recul, d'avoir ce lien aussi avec d'autres disciplines. Et puis on a en fait aussi beaucoup lié des liens avec des groupes de doctorants de Grenoble. Notamment à travers le séminaire Météo-Géo. Et l'idée, c'est choisir un auteur, de travailler ses textes pendant à peu près une année, d'essayer de savoir comment est-ce que ce qu'il propose résonne avec nos propres recherches. Et puis, à la fin de l'année, on l'invite. C'est des moments très riches, très humains, très privilégiés d'avoir des chercheurs souvent quand même reconnus, renommés, qui viennent et qui discutent comme ça très simplement avec un groupe de doctorants. Et c'est un lieu de rencontre interuniversitaire. Vous savez combien dans les universités les questions de concurrence, de compétition sont importantes.
Et le lieu, comme le Sermozem, c'est assez intéressant, mais c'est un lieu neutre. Il y a aussi un certain nombre de chercheurs qu'on peut croiser au Sermozem qui sont importants, qui ont une visibilité nationale et avec lesquels on peut discuter, on peut générer des débats scientifiques. On a su développer des alliances avec d'autres et des équipes qui sont venues au Sermozem assez régulièrement et même des rencontres assez étonnantes. Un jour est venu Bruno Latour, vous savez, le grand philosophe qui est malheureusement disparu, qui n'avait jamais voulu accepter de venir à Grenoble et qui est venu au Sermozem. Ça a été un grand moment puisque son frère produisait du vin à Alba-la-Romaine et que ça a donné lieu à une dégustation assez intéressante des vins de l'Ardèche. Il y a aussi des moments un peu festifs, il y a des moments un peu de partage, il y a des moments un peu plus agréables. Déguster le pinard assez régulièrement. Du vin du domaine qui était excellent. Consommer le fromage de chèvre. On y mangeait super bien, qu'il y avait une super ambiance. Tailler la bavette avec les filles qui s'occupent du centre en dessous. Moi, il y a plein de choses qui m'y ramènent. J'avais ce souci qu'ils aient le sentiment qu'en étant au bout du monde, si je puis dire, entre guillemets, par rapport à l'académie, ils étaient aussi ouverts sur le monde. Beaucoup d'acteurs qui sont venus d'autres pays, de l'étranger, des gens qui ont fait leur thèse sans être issus du territoire. On avait traditionnellement, avec tout le pourtour méditerranéen, un grand nombre de collaborations. Avec Marrakech, par exemple, l'université de Marrakech. On travaille beaucoup avec le Québec sur différentes thématiques. On travaille avec le Brésil sur d'autres thématiques et puis aussi avec le Chili. Sur les échanges entre le CIEP, dont je suis un chercheur résident aujourd'hui, et le Sermozem, ça s'est bien entendu passé de manière assez progressive, notamment par des premières intentions de faire venir des experts pour qu'ils nous racontent un peu l'expérience du développement touristique en Ardèche. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à tisser, disons, des échanges de plus en plus précis qui ont donné lieu à différentes productions, à la fois en termes de publications scientifiques, de livres et d'espaces d'échange qui nourrissent finalement à la fois nos projets de recherche et des projets de développement spécifiques. Et puis, on est service public en milieu rural. C'est-à-dire que le très grand danger de l'université, c'est de se contenter à l'excellence métropolitaine et de se mettre en concurrence à l'échelle mondiale. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres territoires, et en particulier les territoires ruraux, qui méritent aussi intérêt. Et puis maintenant, évidemment, moi qui suis un fonctionnaire territorial et qui travaille pour le département de l'Ardèche, c'est une fierté immense que d'avoir cette antenne-là en Ardèche. C'est une pépite, très clairement. C'est un joyau pour l'enseignement, pour la recherche ardéchoise. Et encore une fois, c'est que, évidemment que ces thèmes-là pourraient être réfléchis ailleurs, mais jamais dans les mêmes conditions, parce qu'on a un terrain d'expérimentation à côté. Voilà, les espaces universitaires sont des espaces aussi de réflexion, de rencontre, d'incubation, d'expérimentation. Et du coup, ça emmène des dynamiques vraiment intéressantes. Donc voilà, je pense que les liens seraient encore plus à développer, à renforcer. Moi, j'ai souffert beaucoup pendant mes études du discours qui a été porté sur le milieu rural par beaucoup de chercheurs, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était complètement déraciné. J'avais vraiment l'impression qu'ils parlaient de territoires que je ne connaissais pas, alors que j'y avais grandi. Et du coup, ça me semble extrêmement important, effectivement, de pouvoir parler du rural depuis le rural. Bien sûr, évidemment, avoir des regards extérieurs de temps en temps, ça aide et c'est important. Et j'ai rien contre le fait qu'ils existent, mais qu'ils coexistent vraiment avec ces regards immergés. Mais voilà, attirer des jeunes, les garder sur place, avoir potentiellement ce niveau de qualification, enfin, c'est pas anodin pour des territoires comme ça, vraiment pas. C'est un peu
un acte politique d'une certaine manière de la présence de l'université en territoire à faible densité. C'est-à-dire pourquoi les territoires, on parle beaucoup d'économie de la connaissance, pourquoi les territoires ruraux n'auraient pas accès à cette fameuse économie de la connaissance. Et donc pourquoi l'université ne s'intéresserait pas directement à leurs enjeux de demain. C'est quand même une vraie gageure d'imaginer installer l'université dans un petit village pratiquement. Et on constate avec 30 ans de recul que ça fonctionne, que ça se développe, qu'il y a un intérêt à la fois scientifique et pédagogique. Et puis c'est aussi des thématiques de recherche qui sont vraiment en phase avec ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille sur les transitions, dans les espaces ruraux, mais pas que. Et aujourd'hui, les questions des transitions, elles sont portées à tous les niveaux, et tout particulièrement à l'UGIR. Ce qu'ils arrivent à faire comme ça, dans ce petit espace, c'est incroyable, parce que c'est vraiment l'université, et c'est vraiment une université de rang mondial, dans ce petit coin d'Ardèche. Le CERMOSEM, pour moi, et c'est pour ça que je pense que non seulement moi j'y retourne, mais beaucoup de gens y retournent, et qu'il y a un écho national très favorable quand tu discutes avec les uns et les autres. Ah oui, le CERMOSEM, etc. C'est que c'est à la fois un lieu et c'est un extérieur. C'est un extérieur, et les collègues le savent bien, parce que le rite habituel pour quelqu'un qui vient la première fois au CERMOSEM, c'est qu'il va faire le tour du domaine. On va l'emmener se promener, etc. Et à bien y réfléchir, il n'y a pas beaucoup d'endroits universitaires qui fonctionnent comme un lieu et un extérieur. C'est même presque le contraire. C'est-à-dire que souvent, le lieu universitaire, c'est à condition de faire abstraction de l'extérieur. Tandis que là, pourquoi c'est magique ? Parce que non seulement on va trouver un lieu et tout ce qui s'y passe, comme d'habitude, le colloque, l'amphi, la soutenance, le petit théâtre là qu'on se crée pendant quelques heures, mais tout le monde sait qu'il y a l'extérieur. Et que cet extérieur nous raconte quelque chose à cause de toute l'épaisseur historique qu'il y a. Bon, il y a la cour patrimoniale, il y a l'allée, il y a le jardin d'Olivier de Serres, il y a ci, il y a ça, etc. Donc pour moi, ça c'est très important. Et pour un géographe, c'est du pain béni, quoi. Parce que c'est un lieu et un extérieur, c'est normal, c'est le monde, quoi. C'est un petit morceau de monde complet. Donc voilà, j'espère que j'aurai apporté un truc au film. Oui, Samia, elle mérite d'être interviewée parce qu'elle a une réputation dans toutes les UGA maintenant, c'est qu'elle trouve une solution à tout. Et elle, sa réponse favorite, c'est « il n'y a pas de problème ». Pierre-Antoine, il avait une phrase, il t'appelait « Samia, il n'y a pas de problème ». C'était sa première phrase. Avec ça, elle incarne exactement cet engagement humain particulier du CERMOSEM.